Tu n'as même pas terrain, tu n'es même pas propriétaire de maison. Tu prends l'argent pour acheter une voiture 10 millions pour venir garer devant la cour de quelqu'un où toi tu es locataire. Et pendant ce temps-là, les étrangers sont en train d'acheter les terrains de Azadé Blida, Azadiawa. Quand les gens font les vidéos, vous trouvez que c'est en bourse, c'est vous qui conjuguez. Est-ce que le terrain là est assez dessus? Est-ce que le terrain a tous les papiers? Vous refusez. Pendant ce temps-là, vous prenez l'argent par terre, vous asseyez dans la qui pour boire. Vous prenez les habits chers, les chaussures chères. Parce que mon habit est déchiré, tu trouves que je suis gawa. Parce que je suis sale, tu trouves que je suis un homme. Souvent vous avez insulté les gens villageois. Et pour finir, vous qui êtes intellectuel, très bien habillé, c'est vous qui louez une maison. D'amener quelqu'un même qui ne sait pas lire écrit. Et aujourd'hui, c'est vous qui attrapez les pacanes. Non, les loyers sont trop chers. Les loyers sont trop chers, tu ne peux pas oublier de les habitués. Loyer cher, il faut te retourner au village. C'est vous qui dites que vous avez le village, non? Retournez au village, d'abord, on ne pas maison. Personne ne peut sacrifier sa vie. Personne ne peut accepter la saleté. Habit déchiré. Et il va construire l'avenir de son enfant. Et toi, tu vas venir, comme tu es trop propre, tu sais lire bien écrit, ils n'ont qu'à te donner, tu as dormi de ta cadeau. Tu refuses d'habiter à Bobo, tu vas habiter à Cocody. Cham Salon Bobo sera plus grand que Cham Salon Cocody. Mais Cham Salon Bobo sera moins cher que Cham Salon Cocody. Donc si tu veux du haut standing, il faut accepter le haut standing. Si on veut du bas standing, on va accepter bas standing. Si tu es trop fâché, il faut économiser, tu vas partir acheter terrain, tu vas construire une maison pour l'avenir de tes enfants. Nous on est comme, on connaît le prix des terrains, on connaît le prix des pics, on connaît le prix des fer. C'est pas moins cher, on se fait comme ça. Cause publicitaire, le casque. Il a de l'énergie. Je pense que ce monsieur était sur le panel de John une fois. Et puis, bon, il partait dans tous les sens, je ne comprenais pas. Il me reprochait même que pourquoi je suis un Ivoirien qui vit à l'étranger et puis je viens, je parle avec mon accent. Je lui ai dit, mais monsieur, je ne force pas. Ça arrive que je parle en mouchi. Ça, c'est bien lui. Mais ceux qui me connaissent, c'est voilà, c'est pas de ma faute, l'accent que j'ai. Je ne vole pas. En fait, c'est pas parce que j'allume ma caméra, je commence à parler comme ça. Ceux qui me connaissent dehors, ils vont vous dire qu'ils ne s'en parlent comme ça. Bon, bref. Il dit, mais il est fort, hein, parce qu'il y a un moment crié, il a dit pause publicitaire. Mais ce qu'il dit, je l'entends souvent, en fait, chez certains Ivoiriens. Quand les gens se plaignent de la vie chère, ils disent que les Ivoiriens sont des paresseux. Les Ivoiriens sont des paresseux, ils n'aiment pas entreprendre. Les Ivoiriens sont des gens qui ont toujours étendu la main. Et donc, c'est parce qu'ils n'aiment pas entreprendre qu'ils se plaignent. Ah, bon. Est-ce que quelqu'un peut monter pour gérer ce panel-là pendant quelques... Quelqu'un monte pour gérer ce panel-là, juste sur cette question, la question du Burkina, le temps que je termine, je suis avec ma maison, mon édito. Oh, ils m'ont signalé en même temps. D'accord. Ouh, parce que là, je dois en fait décrocher. J'ai une réunion là. Est-ce que quelqu'un peut monter pour gérer le panel un petit peu, le temps que je finis une réunion là. Voilà. Merci, Adjon. Adjon, tu montes, vous échangez sur le Burkina, ceux qui veulent monter et autres. Voilà, ceux qui veulent monter parler de ce sujet, Adjon, tu peux aussi parler de ce sujet. Ceux qui veulent monter, faites votre demande. Vous échangez sur le sujet. Ok. Bonsoir tout le monde. Je pensais que je n'ai pas bien suivi par rapport au Burkina, mais c'est surtout par rapport à la vidéo que tu viens de jouer. Et puis, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, donc donne-moi quelques directives avant de partir. Tu es déjà en ligne, mais bon. Désolée. Alors, donc, par rapport à la vidéo que tu viens de regarder, j'oublie même son nom. Apparemment, c'est quelqu'un qui a essayé de migrer, qui est passé par les pays frontaliers, là. Ça n'a pas marché, et puis il est revenu à Abidjan. Donc, c'est quelqu'un qui se cherche. C'est vraiment quelqu'un qui se cherche, quoi. Et donc, tu sens que c'est quelqu'un qui est beaucoup frustré de la vie, qui ne comprend pas certaines choses, et je pense même qu'il n'a pas un certain niveau d'études, donc ça fait qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. Voilà, Séni, voilà. C'est quelqu'un qui aurait pu vraiment être un certain type de révolutionnaire s'il avait eu un certain niveau, mais c'est pas le cas. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Je prends l'exemple des personnes qu'on défend parfois quand on parle de la vie chère, quand on parle des conditions, quand on parle de vie décente à Abidjan. Moi, je dis souvent que le goudron passe devant chez moi. C'est-à-dire que le goudron, quand tu descends en bas de chez moi, il y a le goudron. Mais ce goudron-là, pour moi, c'est un confort.
Et c'est un confort qui aurait pu offrir le minimum à certaines personnes qui vivent à Bobo, qui vivent à, je ne sais pas moi, à Divo, qui vivent à Gagnoa, qui vivent à Tout-le-Pleu, qui vivent à tel endroit. Et tant qu'on ne va pas réaliser ça et puis le légitimer, on va beau tourner en rond. Parce que tout le pays en entier, je vais pas dire que ça peut être goudronné en entier, tout le nombre de kilomètres qu'il a. Non, mais il y a des choses qui sont prioritaires. On ne peut pas prioriser le confort et puis mettre en arrière la vie décente. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, Kipré, c'est ce que je dis. Il défend le gouvernement parce qu'il est beaucoup frustré que peut-être qu'à partir de là, quelque chose va sortir. Sinon, si je me trompe pas, c'était un gbagboïste. Hein. Si je me trompe pas, pour ceux qui savent en commentaire. À l'époque, c'était un gbagboïste. Quand il est revenu et tout ça, là, il y a eu beaucoup de froufou. Il a compris que sa condition fait que, et puis voilà. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là, mais c'était un peu ça. Voilà, Morrison, voilà, merci beaucoup. C'est que j'ai quand même un peu suivi. Et aujourd'hui, il se dit qu'en faisant ça, peut-être que ça va lui ouvrir les portes, parce que nous, on connaît la politique de la mendicité, c'est ce qui prime actuellement, c'est ce qui fait manger tout le monde. Donc, il se dit que peut-être en faisant ça, en rentrant dans cette logique-là, ça peut lui ouvrir les portes qui lui ont été fermées. Donc, il a essayé de migrer, ça n'a pas marché, il est revenu, il se cherche. Je pense qu'il a ouvert un gabadrome même, d'ailleurs, je vous invite à aller le soutenir. Je vous invite à aller le soutenir, mais c'est vraiment quelqu'un qui est frustré de la vie. Et le problème, c'est que au lieu de comprendre que les gens qui se battent pour la vie chère, qui se battent pour les loyers chers, qui se battent pour beaucoup de choses, c'est pour lui qui se bat. Au final, c'est contre nous que ces gens-là se retournent. Et pour ceux qui étaient sur mon live hier, vous vous rappelez quand on a lu le livre, on est en train de lire le livre sur le syndrome de la dictature, là. Au final, les gens ont bradé leur liberté. Les gens se disent que ça ne sert strictement à rien. Parce que de toute façon, on n'a jamais connu la liberté. Hein. Soyons honnêtes, depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, vraiment, quand je parle de liberté, je parle de démocratie. Voilà. Donc, les gens sont prêts à brader cette démocratie-là en se disant, oui, il faut se développer, oui, il faut que, oui, ceci, oui, cela, alors que ce ne sont que des arguments. Au contraire, la démocratie encourage le développement. Parce que je prends un exemple simple. On est en train de construire un immeuble. Il faut que chacun puisse être libre de dire, ah, mais l'immeuble là, à gauche là, c'est un peu penché, hein. À droite là, c'est en train de tomber, hein. Chacun apporte son grain de sel. Et c'est ça la démocratie. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est que chacun apporte son grain de sel dans la construction de la nation qu'on est en train de faire. Et dans la dictature, bien sûr, quand tu apportes ton grain de sel, tu finis quelque part où on connaît. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce monsieur-là se dit que oui, de toute façon, j'ai essayé tous les moyens, ça n'a pas marché, j'ai essayé de Boza. Bon, pour ceux qui connaissent, on appelle ça Boza. J'ai essayé de Boza, ça n'a pas marché, je suis revenu. Donc, aujourd'hui, là, peut-être en faisant la politique de la main tendue, quelqu'un va jeter quelque chose sur moi, la grâce va quitter au ciel pour tomber comme on connaît, là. Et voilà. Donc, vraiment, c'est pas des gens il faut pas le détester ou le truc, il n'a pas le niveau intellectuel. Et il est en souffrance. Les deux là conjoints là, vous savez que ça peut rien donner de bon. Donc c'est ça. Je pense que on s'en a fini. Je vais laisser le panel. Je peux me permettre, non, je vais placer deux petites phrases vite fait, si possible. Bon, salut à tout le monde, tous ceux qui sont. Moi, j'ai juste fait une remarque par rapport à lui, c'est que effectivement, tu as bien tracé l'historique. À un moment, il était un peu critique. Et après, il a goûté un peu aux frites du resto. Et à partir de là, quand il a goûté, maintenant, il prend toujours le contre-pied. Moi, c'est la position qui me dérange, en fait. Ça fait quelques jours que sur les réseaux, il y a eu un petit mouvement qui a fait... les gens se sont levés un peu sur les prix des loyers, tout ça en Côte d'Ivoire. Et lui, chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça de masse sur les réseaux, il prend le contre-pied de ce mouvement et met à la faveur de ceux qui gouvernent. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, chaque fois qu'il dit les choses, je ne cherche même pas à forcément comprendre le fond. Je me rends à l'évidence qu'il ne va pas apporter d'arguments contraires, mais il va juste défendre une position.
Voilà. Moi, c'est ce qui me dérange un peu. Voilà. Sinon, en soi, moi, je ne lui en veux pas. S'il veut manger, il mange. Hein. Mais après, c'est trop flagrant de voir quelqu'un qui veut un raisonnement, alors qu'on sait que ce raisonnement est tiré de son ventre, au fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci Kipré. Je pense qu'il y a Monsieur François qui est monté après, et puis après, ce sera local si. Monsieur c'est François, non? Démutez-vous, on vous écoute. Vous êtes muté. C'est français ou c'est François? Je ne vois même pas bien le nom. Monsieur Frey, Monsieur Frey. Ah, Monsieur Frey, ok. Monsieur Frey, vous êtes là? Bon, Monsieur Frey n'est pas là. Local si, local Côte d'Ivoire. Bonjour, vous êtes là? On vous écoute. Votre micro, allez-y. Voilà, allez-y. Oui, bonjour. Bon, bonjour à tous et à toutes. Pour parler de Séni Krangba, moi j'ai toujours dit les Ivoiriens avec le problème de la terre, c'est que en plus des lois sur lesquelles on ne légifère pas, il y a un problème de conscience. Parce que pour moi, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Il faut juste être intelligent. Il faut comprendre que ta terre, hein, quel que soit ton niveau, un étranger ne doit pas l'avoir. Tu penses ça, tu te dis maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ma terre pour que telle personne puisse en profiter, pour que la famille puisse en profiter. Parce que ce que les jeunes ne savent pas, c'est la terre qui détermine notre survie. Hein. Pour moi, en tout cas. C'est la terre qui détermine notre survie. Donc, quand certaines choses ne sont pas prises en compte et on se plaint de, qu'on appelle ça de la cherté, pour moi, c'est vraiment, c'est une cacophonie dans la réflexion même de l'Ivoirien et maintenant la responsabilité au niveau de l'État. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Joël, vous êtes là? Monsieur Joël, est-ce que vous êtes là? Vous êtes muté, hein? Bon, Joël n'est pas là. Sam. Bon, Joël est là, ok. Sam, 2 secondes, s'il vous plaît, le temps que Joël... Joël André, vous avez beaucoup de bruit, hein? Vous êtes au champ. On vous écoute, allez-y. Bon, il est parti. Sam, on vous écoute. Après, ce sera le putschiste. Alors, bonjour tout le monde. Je sais pas, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Ok, merci. Alors, ce que moi je voulais dire concernant la vidéo de Séni Krangba, de toute façon, c'est symptomatique de beaucoup d'Ivoiriens. Je crois que c'est vous-même qui avez dit tout à l'heure que, je sais plus c'est vous ou bien c'est quelqu'un après vous qui a dit que finalement les Ivoiriens, enfin beaucoup, se sont résignés. Ils ont accepté la situation telle qu'elle est actuellement et donc ils grattent partout, ils essaient de gratter partout pour essayer de s'en sortir. Et c'est un peu dommage parce que ce combat-là de la cherté de la vie ou bien des logements chers là, y a pas besoin d'aller à l'école ou truc quoi, c'est profitable à tous quoi. C'est profitable à tous et quand aujourd'hui tu viens, je sais pas, donner un coup de pied dans la chose commune comme ça, je sais pas, tu braques toi-même l'avenir de tes enfants que tu dis aimer, que tu dis défendre. L'Ivoirien est devenu aujourd'hui un peu, j'ai envie de dire un peu artificiel en fait. Tout pour lui tourne autour de son ventre et de l'argent. C'est-à-dire, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de trucs. La facilité avec laquelle on bascule d'un sujet, c'est-à-dire les complexes qu'ils ont, pour peu que quelqu'un parle d'un sujet, là, ils vont ressurgir ces complexes-là. Venir dire, nous, on n'est pas bien habillés, vous êtes bien habillés, vous achetez pas terrain, nous, on connaît un truc. Enfin, ça n'a aucun lien, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais vraiment,
Je sais pas comment lui réussit à faire ça et puis sortir une telle vidéo et puis les gens continuent d'apprécier ça et tout, d'avoir des likes et tout ça. Enfin, bref, tout ça pour dire que il y a un gros travail d'éducation qu'on doit faire sur les Ivoiriens. Il y a un gros travail parce que franchement, côté valeur, beaucoup d'Ivoiriens, c'est bas, quoi. Et ça vole très bas. C'était un peu ça ma contribution. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Frey, est-ce que vous êtes là maintenant? Monsieur Frey n'est pas là. Alors, Hermès vient de monter, juste à peine. Monsieur Hermès, bonsoir. Bienvenue sur le panel. On vous écoute. Vous avez la parole. Votre micro est faible. Augmentez ou parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez mieux? Non. Non. Bon, laissez-moi descendre et puis remonter. D'accord. Donc, comme Sam vient de le dire, moi je le dis souvent sur mes panels, l'éducation est l'enjeu de tout ce qu'on a comme problème en ce moment. Voilà. En Côte d'Ivoire, comme en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, on a un peu la même histoire, donc on a les mêmes problèmes. Si vous savez, si vous vous informez, vous savez qu'on a les mêmes problèmes. Les problèmes d'ingérence politique, les problèmes de perte de valeur, les problèmes de pauvreté, les problèmes de mauvaise répartition de richesse. Voilà, on a tous les mêmes problèmes. Et donc, l'éducation peut régler au moins 60% de ces problèmes-là, sinon 70%, je pense. Parce que tout part de la mentalité. Et par rapport à Sam qui disait, on n'a pas besoin de partir à l'école pour connaître l'importance du débat sur la cherté de la vie. Vous savez, la question de la cherté de la vie et de beaucoup d'autres choses comme l'histoire de Comé et tout, ça parle de droit. De droits, de légitimité et avant tout de droits humains en fait. Et il y a des gens malheureusement qui l'apprennent autrement. Voilà, il y a des gens qui sont nés libres, voilà, qui ont un esprit, je veux dire, révolutionnaire, qui comprennent les choses sans forcément être allés à l'école ou quoi que ce soit. Mais la plupart, ce qu'on appelle la masse, la majorité, a besoin d'apprendre ça. Et donc les gens ne savent même pas ce qui est leur droit. Et aujourd'hui, je prends l'exemple, par exemple, du jeune JFK qui a été arrêté récemment là, qui a été relaxé et tout ça. Voilà, Dieu merci. Tu vois beaucoup de gens qui disent il a exagéré jusqu'à taguer la ministre. Je vais même pas aller sur le problème de fond, de si je suis d'accord, si je suis pas d'accord, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je parle de l'avis des gens qui pensent que taguer une ministre ou un ministre qui est payé par l'argent du contribuable, c'est manquer de respect à ce ministre-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on arrive au niveau où demander des comptes à quelqu'un qu'on paye, c'est une infraction. Et les gens légitiment ça. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est leur droit. On leur a tellement vendu que du moment que tu n'occupes pas un poste présidentiel ou ministériel ou je n'en sais rien, tu n'as pas de voix, tu ne comptes pas, ce n'est pas toi qui décides. Qu'au final, ils ont assimilé ça. Et donc, si on ne leur apprend pas l'inverse, tout le monde ne peut pas savoir. Il y a des gens comme nous qui vont le savoir, qui vont se documenter, qui vont dépasser même l'école, parce que même à l'école, on ne nous apprend pas ça. Mais il y a des gens aussi, malgré l'école, qui ne vont pas savoir, mais encore plus ceux qui ne sont pas allés. Voilà, donc c'est quelque part lié à ça, même si je suis clairement d'accord pour dire que oui, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont la notion de certaines choses de façon intuitive. Et il y a des gens qui ont besoin d'apprendre ça, malheureusement. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui est monté, qui est descendu. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes. Je n'ai pas la main, donc est-ce que tu peux voir? Pour rebondir sur ce que vous avez dit, pour moi, c'est plutôt ces personnes-là qui sont allées à l'école, qui s'appellent intellectuels et qui induisent la masse en erreur. Pour moi, c'est le véritable problème de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Vous voyez des gens qui sont là avec des contorsions langagières en train de justifier des choses qui n'en valent même pas la peine, quoi. Pour moi, je suis là, je m'assois chaque jour devant Internet et puis je me demande comment un professeur d'université peut dire ça. Et on va dire non, c'est une théorie, non, il explique.
Pour moi, c'est pas une explication. C'est induire les autres en erreur. Induire ceux qui n'ont pas cette matière-là, cette faculté à réfléchir en erreur. Et ça, c'est le vrai problème, pour moi, de notre continent. Oui, mais local, si. Le problème avec les intellectuels, on dit on peut dire entre griffes, les dévanciers, c'est que ce que tu dis, je suis d'accord avec ça. Mais justement, il faut qu'on travaille à ce que l'intellect, l'éducation scolaire soit accessible à tout le monde. Et justement, tant que l'intellectualisme sera maintenu entre les mains, enfin, un groupuscule de personnes, ça sera toujours compliqué. Il faut que chacun, justement, ait la main de pouvoir réfléchir par lui-même, décider par lui-même, analyser par lui-même. Et ça passe par maintenant le taux d'alphabétisation. Voilà. Et en même temps, peu importe le taux d'alphabétisation, il faut surtout parler de la qualité de l'éducation. Parce que si tout le monde est alphabétisé dans le pays et que la qualité de cette éducation n'est pas, le niveau n'est pas adapté, on n'est rien en train de faire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens vont te dire, bon, sur le site officiel du gouvernement, on est à 63%, d'accord? Mais regardez le niveau des gens. 63% en griffe d'alphabétisés. Regardez le niveau des gens. Bah après, sans oublier que dans 63%, il y a environ 60% qui arrêtent au collège. Donc, c'est compliqué. Il faut que l'éducation, justement, la bonne, soit revue et de deux, soit accessible. Pour que l'intellectualisme ne reste pas dans un certain cercle où chacun se lève et raconte n'importe quoi parce que j'ai un master 2 en ceci, j'ai un master 3 en cela, alors que la qualité de l'éducation que tu as reçue n'est pas la bonne. Donc, Monsieur Drabo, vous êtes là? Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Drabo. On vous écoute. Ils sont toujours champions. Je te félicite toujours. Tu es toujours là avec de bons sujets. Merci beaucoup. Au fait, l'intervention de Seni par rapport à ce qu'il a dit, si les parents n'ont pas travaillé, tout ça, je pense qu'on n'a même pas besoin d'être intelligent pour ça. Parce que c'est pas évident que tous les parents n'ont pas travaillé et n'ont pas économisé. Ben, je suis un père de famille, j'ai une famille qui est grande. Je lutte pour nourrir tout le monde. Il y a combien de personnes qui travaillent en Côte d'Ivoire? Ça aussi, il faut mettre en application. Il y a des gens qui vont à l'école, ils finissent de code, ils n'ont même pas un jour de travail. Mais c'est le père qui s'occupe de lui tout le temps, jusqu'à ce que le père décède. Et cet enfant-là, il n'a pas une maison. Et toi, tu viens intervenir en disant que vos parents ont travaillé, ils n'ont rien fait. Mais non, c'est faux ce qu'il dit. Je pense que celui qui prend le micro pour défendre le cas depuis 2 minutes, la personne elle est plus à l'aise, il vit bien. Peut-être qu'il n'a même pas de soucis. Mais quand il fait ça pour l'intérêt de tout le monde, toute une nation. Donc, je pense que s'il y a des intervenants qui veulent intervenir pour aider la population, faut pas qu'on regarde forcément des parents feignants ou des parents non feignants. Cette personne elle est bien placée pour intervenir. Donc, on le laisse intervenir dignement pour que tout le monde puisse se retrouver un jour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Est-ce que je peux rebondir sur quelque chose, s'il vous plaît? Oui, Sam, allez-y. Et puis après, ce sera user 188. Sam, allez-y rapidement, comme ça. D'accord, merci. En fait, moi, quand je débat avec des amis sur la politique, sur la gouvernance, etc., je dis toujours que je ne cherche pas, j'ai pas besoin d'un intellectuel. Je dis toujours à mes amis que moi, j'ai pas besoin d'un intellectuel, j'ai pas besoin de trucs. Moi, le premier critère que moi je regarde, c'est les valeurs. C'est quelles sont les valeurs que tu défends. Parce que moi, je dissocie bien les connaissances académiques ou bien intellectuelles ou les compétences entre tout ce qu'on veut qui se rapporte à ça. Je dissocie bien ces compétences et les trucs qu'on a appris à l'école là de la volonté politique ou bien de la volonté de bien faire. Tu vois, c'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on va forcément bien faire. Tout est une question de choix. Aujourd'hui, là, les intellectuels qu'on critique, ils font des mauvaises choses. Beaucoup sont compétents, hein. Beaucoup sont compétents, beaucoup connaissent bien les choses, ils connaissent bien la réalité, mais ils ont fait le choix, pour la plupart, de s'inscrire du mauvais côté de l'histoire. Tu vois. Ils ont fait ce choix-là, en fait. Donc, ok, oui, on doit vulgariser l'école, permettre aux gens d'aller et d'avoir la bonne formation. Ça, c'est un must, on n'a pas d'autre choix. Mais la réalité, c'est quelles valeurs les gens défendent. Parce que moi, je peux vous dire que quand on se dit la vérité, nos sociétés, avant qu'il y ait la colonisation et les trucs là, nos sociétés étaient quand même bien organisées. Elles avaient leurs défauts, elles avaient leurs trucs.
mais ils étaient quand même bien organisés. Moi, quand je discutais avec mon père à l'époque, quand il m'expliquait un peu comment les gens vivaient dans le village, mais comment les gens faisaient les trucs, bah, tu sais qu'il y avait quand même de l'intelligence. Et moi, justement, quand on prend les villageois comme des gens qui sont pas intellectuellement, ça me fait rire. Je m'amusais à dire à mes amis, ben bon, mes parents, mes grands-parents, c'est des intellectuels dans leur paradigme, dans leur langue. Tu vois? Donc, pour moi, c'est pas que aller à l'école ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment les valeurs que tu défends. Avant tout. Bien sûr, les compétences, il faut, mais c'est les valeurs que tu défends. Sinon, des gens compétents, on en voit tous les jours. On a vu des gens ici qui ont dit qu'ils sont les plus grands technocrates du pays, qui ont dit que si vous votiez ou pas un certain président, bah, vous n'aurez rien. Bon. C'est un peu dommage, quoi. Donc, c'est le choix que chacun fait, malheureusement, qui va déterminer la suite. Donc, pour moi, le plus important, c'est les valeurs, en fait. Et donc, un Séni Krangba comme ça, qui a des gens qui le suivent, qui peut quand même s'inscrire du bon côté de l'histoire. Il peut s'inscrire du bon côté de l'histoire et penser communauté, penser tout le monde. Parce que lui-même, il se bat pour survivre, en fait. Et ça, pour moi, excusez-moi du terme, mais c'est un peu de la schizophrénie. Toi-même, tu es dans une situation où ça va pas. Du coup, sous le poids de la cherté de la vie, mais des gens se battent pour te sortir de ça. C'est la sorcellerie, tout simplement. Oui, dans nos familles. Non, c'est la sorcellerie. Ok, merci Sam. J'ai rebondi après. Alors, user 188, c'est la prière. Est-ce que vous pouvez me muter, s'il vous plaît, le temps de parole? User, vas-y, on t'écoute. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Sam. Vous m'entendez? Merci. Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Merci, madame, pour le relais. Merci, monsieur Sam, aussi pour ton panel, qui est très enrichissant. Bon, moi, je voudrais rebondir par rapport à la vidéo que monsieur Sam nous a présentée tout de suite, où on a vu des militaires ivoiriens vers Kamti, et bousculer ou bien voulaient attaquer ou bien planter un drapeau. Ça, c'est carrément, c'est carrément un acte de guerre. Ailleurs, c'est un acte de guerre. Ce n'est même pas de l'amusement, ce qu'ils ont fait. Ou bien soit, ils sont ignorants, ou bien ils l'ont fait expressement. Sinon, moi je pense que c'est un acte de guerre. Intervenir sur un territoire qui ne vous appartient pas et qui vous permettez d'arracher le drapeau de ce pays et de planter un autre drapeau, pour moi, c'est un acte de guerre. Honnêtement dit, c'est un acte de guerre. Parce que moi, je me dis d'abord, si c'était un soldat, deux soldats qui, de façon individuelle, se présentaient dans ce quartier et faire la bagarre ou bien fouler la frontière sans le savoir, moi, je pourrais même dire que non, c'est un fait isolé. Mais venir avec carrément une patrouille en voiture, et pas une seule voiture, ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. C'est l'œuvre d'un officier qui a donné sûrement l'ordre. Ou bien quelqu'un de très haut placé qui a donné l'ordre pour que les gens viennent faire ça. Sinon, ces jeunes-là ne peuvent pas se permettre de venir attaquer un village jusqu'à descendre le drapeau et remonter un autre drapeau. Essayez d'imaginer voir, est-ce que ça peut se faire ailleurs? Moi, je ne pense pas. Si le militaire n'a pas reçu l'ordre, c'est pas possible qu'il fasse ça. Impossible. C'est impossible. C'était ma contribution à la chose. Et j'ai constaté qu'à tout moment, ça vient d'un seul côté. Pour moi, c'est de la provocation et ça vient toujours d'un seul côté. Toujours, ça vient d'un seul côté. C'est des Ivoiriens qui ont traversé la frontière burkinabé et ils disent qu'ils se sont trompés. Il y a d'autres souvent qui disent que non, ils ont perdu le chemin. Il y a d'autres qui disent qu'ils connaissent pas Google Maps. Il y a d'autres qui disent qu'ils se sont perdus de chemin. Bon, tout ça, ça arrive à tout moment. Il faut que ça s'arrête. Par fini, pour moi, c'est une provocation délibérée, quoi. Pourtant, aujourd'hui, les deux peuples-là doivent essayer de trouver une solution à ce. Comme Islam l'a dit, il y a un problème qui est là, qui ne se dit pas. Il faut qu'on dise ce qui ne va pas entre les Burkinabés et puis les Ivoiriens. Et pourquoi, à tout moment, c'est récurrent? Pourquoi c'est récurrent? Toujours c'est récurrent.
Et ça vient toujours d'un seul côté. Vous me permettez, moi je ne prends pas parti, hein. Moi j'évalue seulement juste la situation. Voilà. Ce que je sais est vraiment déposer le drapeau d'un voisin et remettre son drapeau, ça c'est un acte de guerre. Ouais, et ce n'est même pas excusable. C'est pas excusable. J'en ai fini, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est M. La silencieuse. Madame la silencieuse, vous avez la parole, on vous écoute. Bonsoir. Vous êtes muté. Au cas où vous êtes en train de parler, vous êtes muté. Est-ce que vous pouvez vous démuter? Ok. Diane. Madame Diane, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui. J'aimerais me pencher, en fait, c'est pas des choses à faire, mais j'aimerais savoir à combien de kilomètres c'est comme si est de la Côte d'Ivoire, avant de commencer mon propos. Parce que si c'est vraiment, comme on m'a dit, très loin des frontières de la Côte d'Ivoire, ça peut pas être un problème de géolocalisation. Et si c'était comme une cellule dormante, des gens qui étaient déjà sur le territoire, et que c'était une démonstration, une tentative d'intimidation via une démonstration de force comme quoi nous sommes déjà sur votre territoire, si nous voulons intervenir à n'importe quel moment, nous pouvons nous constituer en groupe et poser des actions. Parce que quand on dit que ce sont des personnes qui sont éloignées des frontières de la Côte d'Ivoire, qui ont fait une percée comme ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est bizarre. En tout cas, c'est un acte très grave, comme je l'ai dit, d'entrer sur un territoire, de se savoir un territoire. Ça peut pas être une erreur de géolocalisation. On arrive, on voit bien un drapeau burkinabé, on l'enlève, on met un drapeau ivoirien, on s'est pas trompé, on sait très bien dans quel territoire on est. C'est grave, c'est très grave. Et personnellement, je me demande ce qui justifie on va dire, ce sang-froid ou cette tolérance vis-à-vis du peuple ivoirien ou du gouvernement au vu de tout ce qu'il y a comme je me demande bien ce qui justifie ça. Maintenant, pour la seconde vidéo, il y a des personnes qui confondent esclavage et travail et boulot. On n'est pas à accepter tout et n'importe quoi pour ne pas être traité de paresseux. Il y a des choses auxquelles les peuples ont droit. Voilà. Ils ont droit d'office par rapport aux latitudes sur lesquelles ils vivent. Je dis toujours, il faut que chacun voit sa fraude du non légal. Il est important d'avoir quelques notions. Je pense que ça va nous aider à pas dire trop de conneries. Il y a certaines choses auxquelles on n'a pas à être esclave sur son propre territoire. Il y a des choses auxquelles on a droit. Hein, il faut qu'ils arrêtent de dire que l'Ivoirien est paresseux, l'Ivoirien veut se saper, l'Ivoirien, oui, mais on a le droit. On est des êtres humains, on n'est pas des bêtes de somme. Voilà. Je vais finir mon propos par ça. Ok. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Alors, il y a Soumaïla qui est monté, qui avait beaucoup de bruit, mais il s'est muté. Est-ce que vous pouvez vous démuter? Vous avez la parole maintenant. Soumaïla le dozo. On vous écoute. Allez-y. Moi, je suis toujours là. Au fait, moi, je n'arrive pas à comprendre quand les gens disent non, l'armée ivoirienne allait attaquer l'armée burkinabé à cause du... Genre, ils n'arrivent pas à comprendre le fait. Si vous dites que ce territoire-là, ce n'est pas territoire ivoirien. Parlez plus fort, parlez plus fort. Enlevez votre casque, votre micro. Ah bah il est tombé. Bon, il est tombé. Bon, lui, dans sa version, M. Soumaïla disait que le territoire en question... Vous m'entendez, j'espère? Oui, on t'entend. Voilà. Lui, je crois, j'ai cru comprendre qu'il disait que ce territoire était le territoire ivoirien.
il était en train de dire que qu'est-ce qui prouve que ce territoire n'est pas territoire ivoirien? Ivoirien. Je suis quand même surpris qu'il y a des gens, en 2026, là, des Ivoiriens, il y a des trucs de territoire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est bizarre quand même. Non, non, mais bon, peut-être je suis un peu perdu. Mais quand j'entends des gens dire ça, c'est bizarre. Le niveau des gens. Bon, je peux me tromper, hein. Je sais pas, bon, mais bon. Je sais pas, j'ai jamais vu de conflit territoriaux entre Ouaga et Ouaga et Abidjan. Bon, le même Steve, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Oui, Dohan, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va, super, et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, il n'a pas suivi ton intervention puisqu'il vient d'arriver du boulot. Il a suivi vers la fin, quoi. Mais j'ai vu un peu ce qui se passe. Bon, tout ça, Dohan dit ça, hein, c'est la provocation. Tout ça, c'est la provocation du pouvoir d'Abidjan. Et le président Ibrahim Traoré va prendre la hauteur, tu vois. Il va pas rentrer dans le jeu. Tout ça, c'est pour créer du bordel, pour détruire l'AES. L'objectif, c'est la déstabilisation du Burkina Faso et du Burkina Faso en particulier. Donc, j'appelle les dirigeants de l'AES à prendre beaucoup de hauteur, à prendre beaucoup de sagesse et à ne pas tomber dans les provocations. Voilà, parce que ce type qui vient de parler tout à l'heure là, bon, bref, ça m'étonne pas, hein, c'est un ado cochon. Moi, c'est comme ça, ils les appellent. Excuse-moi. Voilà, c'est les ado cochons. Moi, d'autres les appellent ado mouton, mais moi, pour moi, c'est les ado cochons. Donc, je peux dire c'est la provocation. Et je vois aussi d'autres Burkinabés aussi qui s'agitent, à dire oui, il faut aller bon. Tout ça, vous voyez, c'est pas parce que le gouvernement burkinabé veut pas aussi bomber les torses. Non, c'est pas ça. Mais c'est de prendre la hauteur. La force aussi, c'est d'avoir la capacité aussi de passer je sais pas, tu comprends ce que je veux dire, non? La force d'un homme aussi, c'est de prendre aussi la capacité aussi, c'est de prendre la hauteur, tu vois? C'est pas forcément bomber les muscles. Voilà, justement, c'est pas forcément bomber les muscles et puis voilà, tout. Sinon, l'État ivoirien a provoqué beaucoup l'AES. Voilà, de la déstabilisation de l'AES, c'est pas moi qui le dis. Vous avez écouté les appels téléphoniques du président de la Côte d'Ivoire, au-delà de ce qu'on peut reprocher à Ouattara, même si on sait qu'il a violé la condition, mais c'est lui qui nous représente, tu vois. Donc, on a entendu ici où il a mis embargo sur le Mali. On a entendu ici, on a vu ici, ils ont assassiné Alino Faso. Tu vois, tout ça, c'est la provocation. Mais moi, j'appelle le gouvernement burkinabé à ne pas prendre la hauteur et puis de penser aussi que c'est la population d'abord. Parce que si ça commence, c'est la population qui va payer le prix. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, pour toi, à t'entendre, pour toi, en fait, c'est une provocation émanant du pouvoir d'Abidjan. C'est clair, c'est une provocation du pouvoir d'Abidjan, puis les mains obscures. Tu vois, voilà, je ne vais pas citer ici, tu sais de quoi je vais parler. Voilà, pour moi, je veux savoir quel est l'intérêt pour qu'Abidjan fasse ce genre de choses, en fait, d'initiative, pas de ce genre d'initiative. Bon, l'intérêt d'abord, c'est que le pouvoir d'Abidjan ne voit pas de bon oeil l'AES, surtout, voilà, voilà, parce que eux veulent casser la dynamique panafricaine, eux veulent casser l'AES, parce que la montée de l'AES, ça fragilise le pouvoir d'Abidjan et les suivi, parce que ils sont pas là pour le peuple ivoirien, ils sont là pour des forces du mal. Tu comprends ce qu'il veut dire? Tu vois de quoi il veut parler. Donc, quand les forces du mal sont menacées, le pouvoir d'Abidjan aussi est menacé. Donc, le pouvoir d'Abidjan, leur objectif, c'est de déstabiliser un pays au moins de l'AES pour casser la dynamique du panafricanisme, pour casser la dynamique de l'AES. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, il y a une histoire d'ego. Il y a une histoire de vengeance. Ah, moi, ça, maintenant, ça mon ma vie, hein, c'est ce que je pense, hein, le donner ça. Mais si tu n'es pas d'accord, moi, après, tu vas me recadrer. Dis-moi, c'est quoi les questions d'ego et de vengeance? Je veux savoir. Bon, déjà, Ouattara, quand Damiba a pris le pouvoir, Ouattara a demandé à ce que Damiba laisse le territoire jusqu'à Sendou pour que l'armée ivoirienne puisse interagir là-bas. Ce que j'ai appris dans la bouche de Damiba lui-même. C'est pas moi qui le dis, je prends les propos de Damiba lui-même. C'est Damiba même qui l'a dit. C'est Damiba même qui l'a dit. Que Ouattara lui a proposé, le pouvoir d'Abidjan lui a proposé de laisser de Mangodara jusqu'à Sendou. C'est lui-même qui l'a dit.
Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert, il m'entend 2 fois. Et Abdoul ou quoi là? Sur quel média, s'il te plaît? Non, mais j'ai vu sur Internet, sur TikTok, sur comment on appelle ça, le média là, il oublié le nom là. Mais bon, j'ai vu un peu partout les propos de Damiba, les gens relaient sur les réseaux sociaux. Voilà. Les gens relaient sur les réseaux sociaux, Damiba a dit non que le pouvoir d'Abidjan, quand il n'a plus le pouvoir d'Abidjan, et ils ont dit non que, et de laisser des mangodera à Saint-Lô. Et il a ajouté une phrase, celui qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose. J'ai écouté les propos de Damiba. Donc il faisait allusion au pouvoir d'Abidjan. C'est pas moi qui le dis, c'est Damiba lui-même qui l'a dit, le doyen sang. J'ai entendu c'est pas l'IA. C'est pas l'IA, c'est Damiba lui-même qui l'a dit en modo vision. Donc je me parle donc du coup, je me base sur ce que l'ancien président burkinabé a dit, Damiba. Donc il y a ça d'abord. Et que Damiba n'a pas accepté. Quand Damiba a shooté, le président Ibrahim Traoré a dit lui-même que le pouvoir d'Abidjan les a approchés pour dire non que voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Ils n'ont pas parlé de Saint-Dou, ils n'ont pas parlé de tout. Mais le pouvoir d'Abidjan les a approchés pour dire non que il n'y a pas de problème. Nous, on va vous apporter la sécurité, tout ça. C'est Ibrahim Traoré qui l'a dit, mais il a refusé. Voilà. Le pouvoir d'Abidjan aussi les a approchés, il a refusé. Ils ont fait les injonctions, il a refusé. Et Ibrahim Traoré allait plus loin. Il dit qu'il y a les émissaires qui sont venus de l'extérieur, qui sont pilotés depuis Abidjan, d'accord, qui lui ont proposé 5 milliards. Qui lui ont proposé pour dire non que, voilà, le marché temps, on a 70%, toi tu prends 30%. C'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Et tout ça, qui était derrière tout ça, c'est le pouvoir d'Abidjan avec les forces du mal. Donc, tout ça, le capitaine Ibrahim Traoré a refusé. Donc, pourquoi s'acharner sur le Burkina? D'accord. Mais la question, mais pourquoi en fait, moi ce que je veux comprendre, c'est quoi l'objectif de prendre la zone de Mangodara et de Saint-Dou? Pourquoi Ouattara veut forcément prendre cette zone-là? Pourquoi? Bon, je prends les propos du président Laurent Gbagbo lui-même. Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Le président Laurent Gbagbo dit que quand Ouattara était Premier ministre, Ouattara n'est pas ivoirien et que Ouattara lui a proposé. D'accord, Ouattara lui a dit que sa mère était malade, il a donné un passeport diplomatique. Et Ouattara lui a dit non, qu'il faut faire un justificatif de naissance pour moi, ou bien quoi là. Si j'oublie, Gbagbo a refusé, Gbagbo dit je ne suis pas juge. Et ça pointe du doigt sur l'identité de Ouattara. Et encore, comment il s'appelle ça? Ancien, faut m'aider, l'ancien, il s'appelle comment même là? J'ai oublié son nom. Lui qui a refusé Ouattara, lui qui a refusé de participer, lui qui a refusé ça m'échappe là. Quand Ouattara devait poser sa candidature là, ça a été rejeté. Il s'appelle comment? Voilà, il s'appelle comment? Tiakone. Voilà, Tiakone. L'ancien, lui qui était président de la Cour suprême. Voilà, président de la Cour suprême. Il avait refusé que Ouattara soit, parce que Ouattara n'est pas d'identité, et comme ça, Ouattara n'est pas ivoirien. Troisième personnage, Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire. Il a écrit dans son livre, dans le chemin de ma vie. Le livre de Bédié, là, ça s'appelle Le chemin de ma vie. Oui, le chemin de ma vie, oui. Voilà, il a noté que M. Ouattara est un Burkinabé de naissance. D'accord, mais là, tu m'as pas toujours répondu où tu veux en venir. Pourquoi? Je viens, tu fais exprès. Non! En fait, parce que je veux comprendre vraiment pourquoi cet acharnement sur Mangodara et Saint-Dou. Parce que depuis je pose la question, tu sais. Oui, je vais en venir, mais il faut que... Voilà, je veux savoir pourquoi on me dit que cette zone de Mangodara et de Saint-Dou semble tellement précieuse. Tu vois, parce que là, tu me dis que... Bon, tu vas me dire qu'il y a des origines voltaïques. Non, ce n'est pas un justificatif, hein. Non, mais Douane Sang, tu m'as dit, en privé, tu m'as dit, mon petit, quand tu veux faire une analyse, il faut te baser sur les faits. Oui. Il m'a dit ça en privé. Oui. Donc, moi, il a changé ma communication. Tu vois pas ma façon de parler? Non, moi, je n'ai rien à dire sur ta communication. Non, je sais. Je vais dire, quand tu fais la communication, faut apprendre à quoi ça? Faut apprendre au bon, par exemple, si tu connais pas quelque chose, faut demander. Et puis, toi, bien sûr. Voilà, tu vois. Et puis, en fonction de ça, tu essaies de t'adapter. Donc, moi, je me base sur ce que les anciens présidents ont dit. Oui. Donc, quand je réunis tout ça, Ouattara n'est pas ivoirien. Et encore, il y a une autre preuve palpable. Ouattara dit, lui, il est né à Daoukro. Après, il dit, lui, il est né à Congo. Non. Dembokro.
Pardon, Democro. Ouattara dit qu'il est né à Democro. Après, il dit que lui, il est né à Congo. Bon, lui seul, il a deux versions. Bon, moi, je ne comprends pas. Bon, maintenant, la question. Pourquoi on dit que cette zone de Mangodara et de Sendou, il veut... Pourquoi? En fait, c'est ça ma question. Ouattara est burkinabé, c'est son village. Son père a été enterré là-bas selon les sources, selon ce que les gens disent sur Internet. Je me base sur ça. Selon ce que les gens disent sur Internet. Et quand je prends toutes ces accusations que Ouattara n'a même pas démenti, d'accord? Et il y a un fait encore, les femmes qui ont arraché les valises de M. Alassane Draman Ouattara, et les femmes pro-Babo qui ont arraché les valises ici en France, d'Alassane Draman Ouattara, il est venu 3 extraits de naissance. Il est venu une extrait de naissance ivoirienne, une extrait de naissance burkinabé. Mais on ne comprend pas. D'accord. Mais maintenant, je repose ma question, Frangin. Oui. D'accord, tout ce que tu me dis là, ok, c'est des éléments, mais pourquoi cette zone-là, il tient à cette zone? Parce que c'est son village. Il veut prendre son village. Donc, parce que... Tu as compris maintenant, non? Donc, il veut prendre son village. Il veut prendre son village. Donc, il est fâché pourquoi Ibrahim Traoré ne veut pas donner son village. Attends, il veut prendre son village et il y a la richesse là-bas aussi. Ah, attention, tu as dit quelque chose. Il y a quoi? Il veut prendre son village et il y a la richesse là-bas. Ah, il y a une richesse là-bas? Oui. Ah, selon certaines informations? Selon certaines informations, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole, tout ça selon certaines informations. Oui. Tu as toutes là. Qui t'a dit ça? Les sources via certains burkinabés, hein. Certains activistes burkinabés. Comme par exemple quelqu'un qui s'appelle Booster, quelqu'un que je suis beaucoup, c'est un burkinabé qui est un cyberactiviste très connu au Burkina, qui a relayé ces genres d'informations-là. Et puis, il y a deuxième chose. Monsieur Ouattara encore a donné 500 motos. Oui, parce que c'est l'association des petits-fils de Douane Draman Ouattara. Voilà, Alassane Draman Ouattara. Donc, tout ça, ça confirme. Mais moi, je veux... Attends, parce que tu as dit quelque chose. Tu dis c'est une zone qui est riche en or. Est-ce qu'il y a des Burkinabés qui peuvent me confirmer que c'est une zone qui est riche? Parce que au moins ça c'est quelque chose de plausible. Sinon bon, tu peux naître en Chine, ton père décède au Japon, tu vas pas aller coller le Japon à ton. Moi ça tient pas ce truc. Bon, si les Burkinabés n'ont qu'à confirmer, je laisse la parole. Oui, parce que là par contre ça m'intéresse parce que là tu me dis un truc. Est-ce qu'on peut me confirmer? Je dis bien, est-ce que des Burkinabés peuvent me confirmer qu'à Mangodara, à Sendou, ce sont des zones aurifères très riches? Est-ce que des Burkinabés sont là? Est-ce que Adjon, par exemple, Adjon, tu es au courant de cette histoire-là? Diane, est-ce que tu es au courant? Vous êtes au courant de cette histoire d'une zone super riche? Ah, tu vois, on dit c'est vrai en commentaire. Moi, je suis pas au courant. Bon, ok, moi-même, j'étais pas au courant aussi. Bon. Je suis pas au courant, mais c'est juste que de ce que je sais, les zones arides, puisque tu sais que cette zone-là, à partir du Burkina, là, du nord, déjà au nord de la Côte d'Ivoire, la sécheresse, jusqu'à cette zone-là, c'est aride. Donc, les zones arides sont toujours des minerais, pétrole, surtout par moment, et d'autres choses. Mais je ne sais pas pour cette zone-là particulièrement. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc j'ai fini mon argumentaire. Donc, la première cause de Ouattara pour qu'il veut prendre là-bas, d'abord, c'est même pas la richesse. Moi, selon moi, ouais, il prend sur moi. D'abord, il veut prendre son village parce qu'il vient de Saint-Louis. Mais pourquoi tu ris? Non, maintenant, il me bat. Non, mais c'est la façon dont tu le dis. Mais pourquoi il voudrait... C'est comme si moi, tu me dis, moi, je vais aller, par exemple, à Koumassi. On me dit que mes parents viennent de Koumassi au Ghana. Et puis, je veux forcément aller prendre ce village-là pour coller à où je suis en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce que son père a été enterré à Saint-Dou. C'est ce qu'il t'explique là. Donc, il veut prendre là-bas. Ouattara veut prendre. C'est pour ça qu'il a fait la proposition à Damiba. Damiba a refusé. Mais les Burkinabés ne peuvent pas accepter. Le territoire burkinabé est bien défini, est bien délimité. Mais Ouattara, c'est quelqu'un qui s'en fout des Burkinabés, il s'en fout des Africains. C'est un occidental à la peau noire. Ouattara pense comme un blanc. C'est tout. Lui, il s'en fout des Burkinabés, il s'en fout de la vie des Burkinabés. Lui, son objectif, c'est de prendre Mangodara, Sendou, parce que son papa est là-bas. Et puis, deuxièmement, c'est de prendre aussi la richesse pour donner ça aux colons. C'est tout. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, Frangin, l'affaire est compliquée. Je vois des commentaires en bas, il y a certains Burkinabés qui disent que oui, c'est vrai. Bon, moi, je suis comme Adjon, hein, et je suis comme Diane Audrey. Hein. Moi, j'apprends. Mais là même, mon fils, même le même style, il est venu me former. Donc,
Ah, Pardon, je t'ai toujours dit que souvent, même la foi, parle même souvent du plus jeune. Donc là, tu es venu me former, je ne savais pas, j'ai eu des informations. Tu as vu en bas, on dit Ouattara le trompe africain. Moi, ma tête est déjà mise à prix, donc doucement. Pour cette formation. Bon, alors, il y a qui est passé? Dianodre, tu veux juste rajouter quelque chose? Il y a descend en bas pour tapoter. Ok. Dianodre, tu veux rajouter quelque chose rapidement? Alors, je pense qu'elle n'est pas là, Dianodré. Bon, alors. Là, j'ai un problème pour me démuter, c'est bizarre. Ok, dis-moi, est-ce que tu souhaitais rajouter un peu quelque chose sur ce qui a été dit? Oui, je finis vite fait, monsieur. J'ai pas l'habitude de jurer. On m'a donné la parole, je finis. J'ai un petit souci avec le problème des loyers quand on parle de quitter Abidjan et tout. Le loyer, on l'évalue par rapport à ce que ça vaut, ou on prend conscience qu'il y a une certaine forme de spéculation, d'inflation qui est faite spécifiquement sur la ville d'Abidjan. Parce que j'entends cette redondante phrase, on n'est pas tous obligés de rester à Abidjan, on n'est pas tous... Ok, les loyers, ils flambent sur quelle base? Ah, question. C'est ça aussi. Il faut que les gens, ils arrêtent de nous mettre en tête que pour vivre à Abidjan, il faut le mériter. Mais le mériter en termes de quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au niveau de vie qu'Abidjan même offre, parce qu'on va pas mettre des loyers à 100, on va dire 300, 400 000 le studio, quand ce que on peut générer comme revenu, on va dire basique à Abidjan, ça les vaut pas. Là, il y a problème. Voilà. Soit c'est fait pour une certaine partie de la population. Excusez-moi, je suis toujours émotive quand je parle de la Côte d'Ivoire. Une certaine partie de la population qui a ses affaires, qui ne sont pas des affaires qu'on fait à Abidjan de façon, voilà. Ou bien, c'est la population qui ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir vivre là. Ça, je crois pas. Donc, il faut que les gens, ils arrêtent de dire ça parce que plus c'est, je tenais à le dire parce que plus c'est répété et plus ça commence à rentrer les gens, ils commencent à le voir comme, à accepter. Non. On ne va pas à la périphérie d'Abidjan pour aller à la périphérie d'Abidjan. Et les loyers d'Abidjan n'augmentent pas pour augmenter. Ils augmentent sur certaines bases, sur certains critères. Ça, je tenais à dire aux gens qu'il fallait qu'ils arrêtent ça. On peut pas tous vivre à Abidjan, on peut pas. On peut tous vivre à Abidjan. Il y a quelque chose qu'on appelle des habitations à loyer modéré. Oui. Et puis, bon, maintenant, ceux qui travaillent à Abidjan, pourquoi est-ce on veut qu'ils fassent des kilomètres venir travailler ici? Si l'argent, le salaire qu'ils touchent ne leur permet pas de vivre ici, dû à l'inflation, on peut faire des quartiers qui ont des loyers qui ne sont pas, on n'a pas besoin d'avoir des toilettes de gens de la fond ou voilà de la robinetterie de je ne sais pas quoi pour qui justifie que les loyers soient voilà élevés. Non, on fait des loyers pour des personnes qui travaillent à Abidjan, qui ont un salaire en fonction des loyers qui seront fixés. Voilà, et ça, il faut que les gens le comprennent. J'insiste là-dessus, hein, parce que on n'est pas là à quitter Abidjan pour aller où? Très bonne remarque, en tout cas. J'ai bien apprécié parce qu'il y a quelqu'un qui... J'ai vu un commentaire d'une personne qui a mis « on souffre ». On souffre. Est-ce que Papo, c'est Papo qui est arrivé ou c'est le bien? Le bien, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, rapidement? Parce que tu es arrivé, oui. Oui, ce que je voulais dire, c'était par rapport à ce que c'est le même style. Le même style, ce qu'il disait, oui. Voilà, donc c'était pour enchérir là-dessus. En fait, il faut comprendre que même s'il y a des enjeux économiques pour la zone de Sendou, là, il y a aussi des enjeux familiales, en fait. Parce que il y a des travaux qui avaient commencé là-bas, d'électrification, de routes, parce qu'ils font des travaux là-bas, et souvent, venant de la Côte d'Ivoire. Les gens, comment dirais-je, la grande famille Ouattara. Tu sais que la grande famille Ouattara là. Attends, tu viens comme ça, tu nous donnes une information. Ça, c'est que tu donnes là, c'est un scoop. Où tu as eu cette info? Oui, mais moi je te dis, il y a même des tournois de football, des trucs. Quand ils parlent de la grande famille Ouattara là, ils se réunissent là-bas souvent.
ils organisent des rencontres familiales, des trucs. Donc souvent, ils font comment dirais-je, des œuvres pour. Oui, ça c'est les l'association habitants. des petits-fils, ça j'ai vu ça. Mais Oui, mais est-ce qu'il faut des... l'association Non, des attends, tu as dit il y a des les travaux genre petits-fils de Ouattara là. Mais faut m'écouter. Tu dis il y a des Oui, travaux vas-y. genre électrification. Tu es sûr de ce que tu dis là? Ben oui, ça a été interrompu. C'est des trucs qui ont été interrompus et qu'ils veulent reprendre. Il y a des trucs il y a des projets qui sont là qui doivent être faits parce qu'il y a des zones même qui font frontière à la Côte d'Ivoire. Qu'ils estiment que là-bas, les écoles ne sont pas adéquates, l'électrification, des trucs. Il y a même eu des témoignages au fort même du moment où les terreaux, ils allumaient vers la frontière là-bas. Là. Il y a même eu des témoignages des villageois où on venait leur dire, si vous voulez faire partie du parti de la Côte d'Ivoire, on vous assure une certaine sécurité en fait. Tu vois, il y a des terreaux même il y a des témoignages des villageois qui disaient que les terreaux leur disaient, si on vient vous demander, ne dites pas que vous êtes du côté burkinabé. Dites que vous êtes, comment dirais-je, des trucs ivoiriens, et ainsi, on va vous donner des écoles, tatati, tatata. En fait, il y a toute une machine qui est en train de se mettre en œuvre aussi sur cette partie-là, en fait. Il y a des enjeux familiales, c'est pas que économique, hein. C'est pas que économique. Moi, je te le dis. Tu peux mener des investigations, recueillir des témoignages dans cette région. Les gens, ils vont te dire. Ok, donc toi maintenant, les gens, ils vont te dire. Ok, toi maintenant, qu'est-ce que tu par rapport à ce qui se passe là, c'est quoi? C'est quoi? Oui, mais moi je voulais dire, moi ce que je dis tout simplement, c'est que le gouvernement burkinabé prenne ses responsabilités. Parce que c'est à eux maintenant de pouvoir quadriller les zones pour délimiter réellement qu'est-ce qui est le territoire réel du Burkina et qu'est-ce qui est le territoire pour que, même quand il y a des incursions, il faut que ça soit maîtrisé ou que ce soit bien réglementé. Parce que c'est pas la première fois. En cas de conflit ouvert entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, tu décides d'enfiler le treillis et d'aller défendre ta patrie ou pas? Moi, je ne vais même pas me battre. Moi, je te dis, je ne vais pas me battre. Même la petite soeur de ma maman est mariée à Banfora. J'ai des cousins qui sont burkinabés. Tu veux que je fasse quoi? Mais si d'aller tuer mes frères? Hein? D'aller combattre mes frères? Je ne peux pas. Je ne veux pas me battre. Tout ce que je peux faire, j'ai joué le rôle de l'ONU. Voilà. J'essaie de pacifier. On va mettre une zone tampon. Voilà, on va pacifier. Parce qu'on est des frères. Regarde, on est des frères. Il ne faut même pas qu'on pense à ça. Parce que ceux qui sont là, c'est dans leur intérêt même. Voilà. Mais... Donc, nous, on ne va pas penser à ça. Ça ne va pas arriver. Donc, en fait, tu seras la force tampon. Voilà. Maintenant, pour les logements, là, pour les logements à Abidjan, là, tout part du blanchiment d'argent. Voilà, quand ils commencent à voler l'argent du pays, là, ils commencent à acheter les terrains chers. Quand les terrains deviennent chers, là, voilà. Non, mais parce qu'ils vont aller justifier. Quand tu vas prendre l'argent à la banque, là, tu justifies, non? Tu as dit que je m'avais payé ça, là, non? Voilà, donc, ils vont aller prendre beaucoup d'argent pour blanchir l'argent, là. Ils vont investir ça dans l'immobilier. Voilà, ils vont investir ça dans l'immobilier. Et quand ils vont investir ça va, en fait, voilà, ça va faire grimper les choses. Ça va faire que tout le monde vit au-dessus de ses moyens. Parce que eux-mêmes, les chiffres qu'ils donnent là, c'est même pas des chiffres, c'est même pas des chiffres vrais, en fait. Voilà, c'est pas des chiffres vrais. Donc, du coup, tout va flamber, tout le monde va vivre au-dessus. Donc, tout le monde est devenu corrompu. On vit dans un pays très, très corrompu. Donc, voilà, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci le bien, en tout cas. Merci, mon frère. Tu nous as fait du bien avec, voilà, toujours tes interventions. Alors, monsieur Papou, rapidement, de quoi voulez-vous parler? Oui. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ok. J'étais tout à l'heure sur le live, puis j'ai entendu parler de la vidéo de Seny Kangba et tout ça. Comme je ne l'avais pas vu, je suis allé regarder et pour revenir donner mon avis dessus. Ok, allez-y. Dans ce que j'ai vu dans la vidéo, il y avait deux parties. Il y avait la première partie où il y avait une dame qui a parlé. Elle a parlé de... Bon, quand j'ai écouté la vidéo, il a dit que... La dame a dit qu'elle a rencontré le président des locataires et tout ça, et que le président des locataires a dit qu'il avait une rencontre avec le ministre et qu'il y avait des trucs qui avaient été signés et tout. Ok. Si le président des locataires croise un ministre ou des ministres et qu'il y a des accords, on peut dire ça comme ça, qui ont été signés, la question qu'on doit se poser, ces accords-là, est-ce que ces accords-là ont été faits
en loi ou ce sont juste des accords. Parce que si c'est pas fait en loi, c'est-à-dire que c'est nul et non avenu. Dans le cas où c'est fait en loi, ces accords sont transformés en loi, c'est qu'il y a un problème. Si c'est transformé en loi et que les lois sont toujours chères, c'est qu'il y a un problème. Parce que si on est dans un pays où l'État n'est pas en mesure d'enforcer certaines lois que eux-mêmes imposent, donc il y a un problème. Et c'est le truc problématique avec le pays en ce moment. C'est-à-dire que quand il y a un problème, la faute n'est jamais au gouvernement. On doit toujours trouver la faute, chercher un coupable ailleurs, mais ceux qui sont chargés de nous diriger là, c'est jamais leur faute. Soit ils ne savent pas, soit c'est vraiment incongru d'être dans un pays et puis des trucs se passent, et puis on dit que non, le gouvernement ne sait pas, il n'est pas au courant. Bon, c'est que leur travail dans le pays, leur rôle dans le pays là, c'est quoi? Parce que si tu es un ministre et qu'il y a quelque chose, il y a un problème sur ton secteur d'activité qui t'est présenté, la moindre des choses, c'est de prendre des régulations pour ça, d'envoyer ce truc-là à l'Assemblée nationale pour qu'une loi soit votée, pour que ceux qui enfreignent ces lois-là soient punis, pour que réellement on voit des résultats. Mais on ne peut pas être là et puis dire que non, on signe des accords, on dit bon, dorénavant là, les loyers ne peuvent pas être à tel prix et tel prix et tel prix, et puis ça continue, et puis rien n'est fait. C'est-à-dire que les gens, ils s'en foutent un peu en fait. Moi, c'était un peu bon, mon intervention. Merci. Ok. Merci, Papo, pour votre intervention. Alors, par rapport au loyer et à beaucoup d'autres choses, le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément les lois. Ce n'est pas forcément les prises de décision. C'est leur application et la rigueur qu'on met à faire respecter ces lois-là. Parce qu'il ne suffit pas de voter les lois. Vraiment, même il y a des lois même que les gens ne connaissent même pas, comme la loi sur la transparence des biens de la fonction publique, que ce soit les ministres, présidents et autres. Ils ont une certaine obligation de transparence dans la gestion de leurs biens, par exemple, qui est légale, voilà, qui est censée être, mais qui n'est pas. Donc, il y a beaucoup. 188, est-ce que tu peux te limiter, s'il te plaît? J'ai entendu, tu as dit que c'était fermé. Mais tu as quoi? Mais on a dit le quoi? On dit l'essai, c'est au pluriel, non? User, on t'entend ici. Est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Ok, merci. Ok. Donc, j'étais en train de dire que ce n'est pas forcément de voter des lois, mais c'est de mettre des règles par derrière, de vérifier qu'elles sont respectées et de mettre des règles par derrière. Je prends la loi, par exemple, sur la législation sur la caution et autres. Pendant que nous, on a fini de payer les 6 mois, les 7 mois tranquillement, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, pour ceux qui ont vu passer, il y a un juriste là qui nous a sorti la législation sur la caution qui stipule clairement que déjà le paiement du mois d'agence ne revient pas au locataire, première chose. En plus, ça ne doit pas dépasser 3 mois la caution, donc 2 mois de caution et autres, et puis bon, le reste, si je ne me trompe pas. Donc, je veux dire, ce n'est pas l'écriture, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'écrire telle chose doit se passer comme ça. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est là. Tout ce qu'on demande là, quelque part, est régulé légalement. Maintenant, la pratique. Le carburant est censé être à tel prix. OK. Le tomate est censé être à tel prix. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État met en place pour que ce soit effectivement à ces prix-là? Voilà le problème. Donc, si ça vous dit que non, l'État doit se pencher, non, telle chose, parfois même les lois qu'on demande là sont déjà là. Hein. On ne sait même pas que c'est là, tellement elles sont inexistantes. Mais parce qu'il n'y a pas de rigueur au suivi de l'application de ces lois-là. Donc c'est sur ça, c'est ça le réel problème.
Donc c'est pour ça que moi je suis d'avis de beaucoup qui pensent que c'est un manque de volonté politique ou c'est des volontés politiques par rapport à certaines choses. Mais au final, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Est-ce que les locataires évoquent ça? Mais Fof Shop, quand les rares locataires qui ont évoqué ça, mais quand tu évoques là, le propriétaire te dit qu'il faut aller louer une maison ailleurs, que c'est sa maison. Et enfin, je n'ai pas dit qu'il n'a pas tort, mais effectivement, le locataire ne peut pas lui faire grand-chose à lui. C'est l'État qui peut faire une pression au locataire. Donc, quand tu dis, est-ce que le locataire évoque ça? Mais est-ce que le propriétaire aussi n'est pas informé de ça? Nul n'est censé déroger à la loi. Donc, ce n'est pas que le locataire, c'est aussi le propriétaire qui est censé se référer à cette loi avant de fixer ses règles. Donc, c'est assez compliqué. Et comme je dis, il n'y a que l'État qui a la responsabilité, d'accord, de veiller à ce que ce qu'il a écrit, ce qu'il a pris comme disposition soit respecté. C'est pas moi qui vais faire la police à chaque propriétaire pour leur dire, à chaque bailleur pour leur dire que non, ça c'est pas normal et ainsi de suite. Quand j'ai face à moi un bailleur qui le fait, je vais le rappeler. Mais si moi je suis serré, je suis dans l'urgence, et puis je suis par exemple à la rue, j'ai besoin d'une maison là tout de suite, je croise quelqu'un qui me dit 6 mois. Mais gars, je vais faire comment? Alors, c'est l'État qui a c'est l'État qui a si tu veux, le pouvoir par excellence de réguler le marché. Ce n'est pas l'acheteur lui-même. Je vais prendre un exemple bête. L'exemple des produits vivriers. Aujourd'hui, on se retrouve. Tu veux parler? Oui, en fait, Adjon, c'est quoi on va faire? Bon, vous savez qu'actuellement, tu es sur la lecture d'une œuvre parlant d'Houphouët-Boigny, c'est ça? Oui. Alors, moi, je vais déjà en fait vous présenter parce que je pense que toutes celles que vous voyez là, ce sont des personnes que je connais plus ou moins indirectement. C'est vrai que je ne peux pas être tout le temps sur les réseaux parce que vous savez, j'ai pas mal de choses à faire, comme eux aussi ils ont des trucs à faire. Mais bon, voilà, vous savez, vous me voyez sur d'autres médias. Vous voyez la sœur qui est tout en haut à gauche là, je l'ai découvert par TikTok. Il y a des points de vue que je ne partage pas avec elle, mais je trouve que elle a la critique qui est assez intéressante. Et moi, je soutiens toutes les sœurs qui font ça, qui se lancent sur ces sujets-là. Adjon, il faudra vous abonner sur sa page. Va ouvrir, s'il te plaît, rapidement. Sur sa page, abonnez-vous sur sa page, donnez de la force. Elle aussi, elle a des débats qui sont super intéressants. Donnez de la force quand il faut. Et il y a également Diane Audrey. Bon, elle, c'est la famille. Pareil. Moi, je suis dans l'obligation, en fait, de mettre un terme. Si tu peux, en fait, reprendre le sujet, Adjon, si possible, pour que tout le monde se rue sur ta page, ce serait intéressant. Parce que moi, je suis dans l'obligation de mettre un terme, en fait, au sujet. Je suis désolé, vous êtes 279 personnes, mais je dois bouger. D'accord, rapidement. Mais on peut se retrouver ultérieurement sur la page d'Adjon ou si j'ouvre encore un autre truc plus tard. Voici ce que je voulais dire. Je suis sincèrement désolé. Non. Moi, j'allais dire que je peux pas parce que moi, je suis en train de bosser, en fait. Je suis montée juste parce que j'étais occupée pour te soutenir. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Je m'abonne à Diane. Allez, les gars, merci beaucoup, hein, on se prend. C'est gentil. Peut-être si j'en ouvre un autre plus tard, ce serait avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé et on est ensemble.